Bienvenue tout le monde dans un nouvel épisode de Let's Fight, dans lequel on voulait parler d'un des plus grands contestants au titre de GOAT dans l'univers de la MMA, Georges Saint-Pierre lui-même. Pour m'aider à en parler, j'ai mon co-host Jérémy Kears. Comment tu vas aujourd'hui? I'm not impressed by your performance. Classique commentaire de notre cher idole. Et mon co-host Jean-Michel, comment tu vas aujourd'hui? I mean, he's a clown, you're a clown. Vos imitations sont on point. Are you intoxicated? Tout le temps. Tout le temps. C'est plus simple de même. Je vois pas à quoter, Crème, si tu m'en vas me faire battre je m'en vais me battre avec Georges Saint-Pierre, c'est sûr que je veux pas être sain d'esprit. Ça va faire ben trop mal. Tu vas finir le match, tu vas parler comme lui après, fait que tu veux peut-être pas faire ça, là. Ouais, j'ai pas envie que mon accent anglais régresse à ce point-là. Non, merci. Mais si je peux trader mon accent anglais pour ses skills de fighter, je le fais n'importe quand. C'est ça le deal, je suis down. Ouais, mais à un moment donné, t'as plus besoin de t'exprimer avec ta bouche quand tu peux t'exprimer avec tes points. Exactement. Puis j'ai de la gymnastique en plus, il peut faire un backflip pour s'exprimer. C'est genre une des meilleures formes d'expression. Vous savez, moi, je travaille dans une école à Longueuil, puis il y a un deal avec la commission scolaire où est-ce que le gars, il va sur la piste d'athlétisme, puis il court, parce qu'il y a une piste d'athlétisme à l'école où je travaille, puis il court en rond autour. Puis à un moment donné, il y a une surveillante qui elle appelle la directrice, puis elle dit « Ouais, il y a un gars en chess qui court sa piste d'athlétisme. » Fait que là, la directrice, elle s'en va le voir, puis elle sait que c'est Georges Saint-Pierre. Fait que là, elle va la dire « Hey, monsieur. » Puis là, il fait juste comme « Ah, j'ai un deal. » Elle dit « Non, je le sais, c'est juste vous ne pouvez pas courir en chess à la piste parce que c'est une école. » Mais je vais montrer non. C'est ça. Comment ose-t-il dire à Georges Saint-Pierre de remettre son linge? Ah! Il voulait montrer l'exemple. Vous pouvez tout avoir ce corps-là si vous vous entraînez 10 heures par jour. Ouais. C'est ça la clé du succès. Il est grand comment, Georges Saint-Pierre? Je suis vraiment curieux de savoir. 5 et 11. 5 et 10. Ouais, 5 et 10. 5 et 10. Il est pas, c'est pas le fighter le plus grand, mais je veux dire, il pèse 170 livres. Non, mais il irait dans la crise pour sa grandeur. Là. Ben, 170 livres sur 5 et 10, là, en général, c'est parce que t'as des... 170 livres à la pesée, parce que dans la vie de tous les jours, il est entre 200. Oui, là, ça fait qu'en 2 semaines qu'il a pas mangé, il a pas bu, puis écoute, il était ses laxatifs depuis genre 2 jours pour être sûr de tout perdre, là. Non, mais on va se le dire. Même... Les welterweight, ils ont une shape de, tu sais, je me pognerais avec aucun d'eux autres, là. Tu sais, ils ont tous l'air ben trop raides pour le poids qu'ils ont, là. Ils ont de l'air que comme, dans 2 livres de muscles, leur corps cède sous la pression. Ouais, mais c'est pas mal les plus athlétiques de la gang parce qu'ils sont assez grands puis assez forts pour te knock-out en un coup de poing pour pas mal plusieurs d'entre eux. D'un autre côté, ils sont assez petits et agiles pour avoir du cardio pour des journées entières. Oh ouais, c'est les c'est des machines de les lightweight. Mais il y a quelque chose aussi dans le weight qui rend les choses intéressantes. Tu sais, mettons, le heavyweight, c'est le fun, c'est cool, mais je veux dire, on s'entend que c'est quasiment juste 2 montagnes qui se tapent sa gueule des fois. Je trouve que ça l'enlève beaucoup. Quand tu descends de classe, on dirait que c'est comme si la technique était un petit peu plus présente. T'avais moins besoin de te justifier sur ta force physique, puis plus, mettons, sur le travail du sport. Puis je trouve que ça rend ça plus intéressant que juste 2 grosses montagnes qui se tapent sa gueule, tu sais. Le combat de c'est qui résiste à plus de knock-out un après l'autre. C'est qui tolère le plus de commotion. C'est ça, tu sais. Honnêtement, c'est le fun d'écouter du heavyweight, mais je veux dire, c'est souvent juste 2 gros gars qui se tapent sa gueule, puis à un moment donné... Moins de choses à la même les plus... Même ceux qu'on dit, il bouge comme un middleweight, il bouge comme ci, il bouge comme ça. Non, pas vraiment. De la même façon que cette année, aux Olympiques, moi j'ai écouté la boxe olympique, j'écoute pas de la boxe en général,
parce que je sais pas, là, je suis pas un fan de boxe en général, mais j'écoute souvent la boxe olympique parce que je trouve que la différence entre, mettons, la grosse boxe là, avec les gros boxeurs puis tout, puis la boxe olympique, je trouve que le travail du sport est plus le fun dans la boxe olympique. Tu sais, tu connais pas vraiment les fighters, mais si tu connais la boxe, je trouve que la boxe est plus belle dans un concept de sport olympique que dans un concept de gros matchs, de gros names qui sont juste trop... En tout cas, ça c'est moi, là. Mais si ça vous intéresse, allez voir ça, un match de boxe olympique, ça change toute la game. Ça durera pas, ça va durer genre comme 5-6 rounds facile, c'est souvent plus long, c'est souvent plus technique, les shots sont plus belles, sont moins... En tout cas, moi j'aime mieux ça, là. Mais bon, Je c'est moi. suis pas sûr de comprendre. Es-tu en train de dire que Jake Paul, c'est pas un bon boxeur? Écoute, je dis pas que c'est pas un bon boxeur, mais c'est un très bon câlineux. Ah oui. Il y a d'autres talents, là. Il y a d'autres talents. Il y a d'autres talents. Il fait des vidéos YouTube. Bon, Georges Saint-Pierre. On a parlé d'un peu d'autres styles de fighting, mais Georges Saint-Pierre, lui, il a commencé avec le karaté, je me trompe pas, à 7 ans. Il a commencé à se faire enseigner par son père, mais rapidement, il a changé puis il est allé se faire enseigner au dojo de Jean Couture, qui est quand même un grand nom là, au Québec dans l'enseignement des arts martiaux, surtout en karaté. Quand même. C'est sûr que c'est du Kyokushin qu'il fait. Pour ceux qui connaissent pas bien les arts martiaux, le Kyokushin, c'est un petit peu un style de karaté un petit peu plus moderne, mais qui a gardé un petit peu son penchant un peu vieillot, là, où est-ce que c'est full contact, c'est vraiment os contre os. C'est un petit peu plus raide, mettons, que beaucoup de styles de karaté un petit peu plus modernes. C'est un petit peu moins sportif. Si vous avez jamais vu des combats de Kyokushin, allez voir en ligne des combats de Kyokushin. Il y a pas tant de règles, mais genre les deux règles les plus importantes, c'est que t'as pas le droit de puncher au visage. Puis t'as pas le droit Non, genre, mais de kicker des balles, genre, that's it. Ils n'ont pas le droit de se puncher dans la face, mais ils ont le droit de se kicker dans la face. Ouais. Puis, il y a même une nouvelle ligue aussi, ben je dis nouvelle, ça doit faire au moins 10 ans que ça existe, là, mais une ligue de kickboxing karaté semi-professionnelle dans laquelle, justement, Wonderboy, Steven Thompson, a participé. Puis ça, c'était semi-full contact, fait que dès que ça devient un peu trop chaotique, il les sépare. Mais non, ça peut quand même être très violent, là. Oh ouais, c'est pas des petits sports là de. Moi pour vrai là, je regardais les. Il y a une année, je regardais les mondiaux là, puis là j'étais comme ben voyons donc. C'est la chose la plus painful que j'ai jamais vue de ma vie là. Ça doit faire tellement mal. Là. C'est juste deux montagnes qui se donnent des coups de pied dans les jambes puis genre des coups de poing dans les côtes là. C'est l'enfer. Je sais quelqu'un qui en faisait quand j'étais au cégep, puis dans son entraînement, comme dans la semaine, il y a une de ces journées qu'il fallait qu'il punch dans des sacs de roches, puis l'autre journée qu'il fallait qu'il se roule genre un rouleau à pâte, ses tibias. C'est deux activités que je conseille pas. Ça a l'air de faire super mal, pis être super écoute, désagréable. c'était pour te battre avec tes tibias Bon, de façon régulière. C'est ça, tu sais, t'as comme pas le choix là, mais en tout cas, c'est du gros conditionnement. Ça doit pas faire du bien. En même temps, l'os du tibia est l'un des os les plus solides dans le corps, mais il a la fâcheuse tendance à être extrêmement proche de la peau, ce qui fait en sorte que tous les nerfs sont extrêmement tendus. C'est une zone extrêmement sensible pour ceux qui ont déjà on a tous joué au soccer dans notre jeunesse ou quoi que ce soit. Tibia contre tibia, c'est une chose dont tu te souviens le restant de tes jours. Ou un coup de trottinette dans le tibia. Là. Ah, coup de trottinette dans le tibia. C'est vraiment péter tous les nerfs sous-cutanés pour plus rien sentir quand tu as donné ton coup, là, c'est... Ah là là, j'en fais des cauchemars. Tu sais, quand tu veux devenir vraiment une machine d'élite, faut que tu sois prêt à souffrir pour la cause. Puis après ça, tu nous parlais qu'il était passé de ce sensei-là à un autre sensei français que je connaissais moins. Tu en parler De Fred Hurricane, Christophe Midou. Christophe Midou, qui est un vieux combattant. À l'époque, on appelait ça même du combat libre parce que c'était pas légal en France. Là, ça fait 2 ans que c'est rendu légal en France, le MMA. Puis ben, ce gars-là était venu habiter à Montréal, justement, puis il avait déjà participé comme poids lourd à quelques tournois du UFC. Il se faisait quand même un bon nom dans la francophonie MMA, puis c'est lui qui a pris Georges Saint-Pierre sous son aile. En fait, Georges Saint-Pierre est allé le voir, lui a dit « Je veux commencer à faire du MMA ». Christophe l'a regardé, lui a dit « OK, mais nous, on n'y est pas, là. Nous, on est des vrais guerriers. » là. Fait qu'il l'a emmené, ni plus ni moins, dans les réserves comme Kanesatake et d'autres
pour faire des combats de MMA qui étaient... C'était pas encore légal non plus au Canada à ce moment-là. Fait que, il y avait juste dans les réserves où tu pouvais en faire légalement. Oh my god. Non, mais c'est la règle du On Fight Club, continue. faut juste pas faut que tu parles du Fight Club. T'sais. Tant que t'en parles my pas, God. c'est légal. Honnêtement, Parce c'est que dans là- les réserves. Quand même que t'en parlerais, c'est pas Ouais. comme s'ils vont aller voir pour faire quelque chose. Là. C'est ça. Fait que là, c'était des 3-4 combats par jour, 2-3 fois par semaine. Il vivait dans sa voiture parce qu'il faisait des allers-retours entre New York et Montréal aussi pour aller s'entraîner à l'école de Jiu-Jitsu de Renzo Gracie, où il a été pris comme élève à temps partiel par John Danaher, le mastermind du Jiu-Jitsu. Fait que il dormait pas, là. Tout ce qu'il faisait, c'était il travaillait, puis je pense moi je savais pas qu'il travaillait comme bouncer, c'est ça que GM nous disait tantôt. Ouais, il travaillait comme bouncer au Fuzzy à Brossard. Wow. Yeah! Pour ceux qui ne savent pas, le Fuzzy de Brossard, comment je peux vous expliquer ça? C'est un peu comme le Fuzzy de Laval, mais en moins classe, là, tu sais. C'est quelque chose. Ouais. Tu devais c'est le utiliser ses Steven talents Seagal. souvent, mettons, là-bas. Là. Ah, écoute. Oh là là. Honnêtement, ça doit pas être si pire que ça. là. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui s'est fait poignarder comme une fois en 10 ans, là, tout le monde capote. Là. C'est pas si pire que ça, là, tu sais. Mais quand même, son entraînement était assez intense parce qu'on sait qu'il faisait beaucoup d'entraînement juste dans l'univers du combat. Que ça soit de la MMA, tu sais, se pratiquer en combat libre. Après ça, il allait faire du Jiu-Jitsu à New York. On sait que aussi dans ses temps libres, il faisait de la gymnastique pour être capable de rendre son corps plus souple, être capable d'avoir une meilleure balance. Comme sa façon de s'entraîner pour être un combattant de la MMA s'est rendu normalisé parce qu'il a été autant au pied. Parce qu'il en mettait tellement, tu sais, c'est tellement entraîné, il mettait tellement d'efforts, contrairement aux premiers combattants qu'on nommait, mettons, dans le Hall of Fame, eux autres s'entraînaient genre 8 heures par semaine, c'ti. Ouais. Ben, c'est un peu. Il me semble que c'est pas la première fois que je dis ça, mais tu sais, c'est devenu un sport la journée où est-ce que les athlètes ont commencé à prendre le dessus sur les fighters puis les brawlers. Puis je pense que c'est une bonne. Ce qui est le fun de. Moi dans le fond, là, quand j'ai. Je me tiens au courant un peu là, des affaires des arts martiaux, puis je me tenais au courant dans ce temps-là, mais j'étais peut-être un peu moins MMA parce que ça venait de commencer. Puis là, à un moment donné, début 2000, on devait être en, je sais pas moi, en 2005 ou 2004, quelque chose comme ça. Là, j'entends dire que là, le champion de MMA, genre, c'est comme un Québécois qui s'appelle GSP. Puis là, je suis comme GSP? C'est ça son nom, genre? Puis là, ça m'a pris comme 10 minutes avant de comprendre que GSP, ça voulait dire Georges Saint-Pierre. Moi, je pensais que son nom, c'était genre GSP. Puis ça se prononçait genre comme GSPY, là, genre GSP, quelque chose comme ça. Là. Son nom, c'est GSP. Là, j'étais comme GSP quoi? GSP, tu sais? Puis là, c'est un Québécois, il est au top du sport, que je suis comme, voyons donc, mais semble que j'ai pas vu ça passer nulle part. C'est un peu comme si Georges Saint-Pierre, pour beaucoup des Québécois, on connaissait pas le MMA, puis là, soudainement, le MMA arrive, puis en plus de ça, genre, le plus grand fighter, c'est un Québécois qui s'appelle Georges Saint-Pierre. Puis là, le monde, en fait, comme, t'es-tu en train de me Donc, dire qu'on super découvre une Québécois. nouvelle affaire, puis en plus, on est déjà sa coche? Ray, alright le Québec, tu sais, ça a fait un peu ça dans la tête de beaucoup des Québécois. On s'est comme approprié le fait que Georges soit notre célébrité nationale pour comme être bon dans le MMA puis aimer ça un peu, tu sais. Ben exactement. Puis ce qui s'est passé aussi, c'est que dans l'équipe de Christophe Midou, il y avait d'autres combattants de MMA québécois aussi, puis des Canadiens qui s'étaient joints à l'équipe. Puis l'idée à travers tout ça, c'était de créer une espèce de communauté de combattants de MMA au Canada, situé plus au Québec. Fait qu'un autre gars qui avait dans l'équipe, c'était Patrick Côté. Patrick Côté qui s'est battu welterweight, mais qui s'est surtout battu middleweight. Puis d'ailleurs, il a affronté Anderson Silva, il a affronté toutes les plus grandes de sa catégorie de poids, puis il est passé proche d'être champion une couple de fois, le gars. Là. Puis il a beaucoup entraîné Georges Saint-Pierre, les deux, ils s'entraînaient tout le temps ensemble. C'était une équipe de tarés, là. Puis Christophe Midou, parce qu'il est français, il avait des très bons contacts aussi, fait qu'il a fait venir aussi je me souviens plus de son nom, mais c'est un combattant de MMA, un combattant de Muay Thai qui a été le premier Français à gagner dans le Lumpini Stadium. Ça a
Thaïlande. Georges, il en a parlé, là, j'ai écouté une entrevue avec lui récemment, mais il est allé faire son Muay Thai dans ce coin-là. Quand il a gagné son premier. C'est un vidéo qui s'appelle What did Georges Saint-Pierre did with his first million? Puis son premier million, il l'a utilisé comme pour voyager, pour justement aller chercher des compétences pour pouvoir garder sa ceinture. Parce que ce qui est le plus dur, c'est pas de l'avoir, c'est de la garder, Yeah. tu sais. Parce que le monde se prépare pour toi. C'est pas toi qui se prépare pour Exactement. l'autre. On s'entend que c'est déjà un feat d'avoir la ceinture, c'est Mhm. encore plus insane de la garder, tu sais. Yeah, puis c'était ça vraiment sa force, c'est qu'au fur et à mesure qu'il gravissait les échelons, il était toujours en train de se réinventer puis de rajouter des cordes à son arc. Fait qu'à un moment donné, Christophe Midou, il a un peu pris le bord parce que le gars, ça restait quand même un gros bourrin, pour le dire gentiment, avec une mentalité assez pas arriérée, mais lui, c'est tu me parles croche, on va pas se parler longtemps, là. Un vieux de la Puis, vieille. fait que là, Georges Saint-Pierre, il a été pris dans l'équipe de Firas Zahabi, qui est le patron, le mastermind derrière le gym Tristar. Chose intéressante à savoir sur ce gars-là, il a une maîtrise en philosophie, fait qu'il apporte beaucoup ses connaissances philosophiques aux arts martiaux, puis c'est lui qui a poussé Georges Saint-Pierre à faire de la gymnastique, justement. Bon move. Ben, écoute, Genre, je ça pense se qu'au voit à Québec, chaque fois qu'il s'est fait semi-knocker, là, que tu vois qu'il perd la conscience une seconde, il se remet tellement vite, balancé puis groundé que tu vois que ça se joue, là. Genre, son corps se replace aussi vite que s'il venait de faire un backflip. Fait que... Puis il n'y Ouais, a pas puis beaucoup de t'sais- sports qui permettent d'utiliser l'entièreté des muscles de ton corps puis d'être en parfaite harmonie avec tout ce ballon-là. Définitivement. Là. En plus, c'est impressionnant parce que, tu sais, il a commencé sa carrière pas dans l'UFC, dans une ligue d'MMA, puis il gagnait toutes ses fights au premier round. Puis ça, tu sais que ça va faire tout un combattant, là, quand comme, ils viennent d'arriver, là, c'est un nouveau, puis toutes ses fights, c'est un round fini. Moi, je trouve que Georges Saint-Pierre, tu sais, le sport du MMA, quand Georges Saint-Pierre a commencé, ça a commencé à se développer un peu, mais je trouve que la façon que Georges faisait le MMA, tu sais, ce gars-là, c'est un gars qui est hyper dominant. Il a une grosse boxe, il a des bons punchs. C'est un all-rounder. Il y a tout. Écoute, je veux dire, on s'entend que, tu sais, si je te dis Superman Punch, je veux dire, tu penses à Georges Saint-Pierre qui fait un Superman Punch, là. Je veux dire, un Superman Punch, c'est cool, là, mais tu vois juste ça dans des fighters qui ont une super bonne boxe. Il y a une grosse boxe, il y a un gros debout super dominant. Puis la seconde qu'il y a quelque chose qui l'aine puis qui est juste assez proche, il y a un takedown, il y a des super beaux takedowns. Je pense que c'est-tu contre Matt Serra qui a fait un takedown, un sweep de leg par les... En tout cas, il fait vraiment des estis de beaux takedowns, puis après ça, il y a vraiment juste les bonnes gardes au sol pour avoir... Il y a comme vraiment une bonne façon de faire le sport je trouve qu'il fait vraiment toute la différence parce que tu sais, il y en a, mettons, qui vont être bons un peu dans tout, puis ce qu'ils font, ça se ressemble pas un peu du même, mais Georges il est vraiment focusé sur OK, là je le boxe. Puis après ça, la minute qu'il y a quelque chose, je l'amène à terre, puis je continue, puis là je vais le travailler. Puis cette façon-là de faire les choses, qui est très Georges Saint-Pierre, qui est super dominante, puis qui est très très athlétique, je trouve que ça a été vraiment optimal pour le sport. Puis beaucoup de gens ont commencé à se battre comme Georges Saint-Pierre après Georges Saint-Pierre. Il y a quasiment un avant-après Georges Saint-Pierre dans le sport. Je trouve, moi, en tant que téléspectateur, je trouve. Ben aussi. Ben, t'as tout à fait raison. Puis le skills principal par rapport à ça qui a vraiment fait de lui quelqu'un qui était way above tous les autres, puis ce skills qu'il a vraiment mis de l'avant, c'est utiliser comme arme son rythme, de weaponize his space. Fait que lui, il va te mettre une pression constante, toujours t'attaquer de tous les angles, t'as toujours peur d'un takedown et tout ça, fait que tu baisses ta garde, finalement les jabs rentrent parce qu'il a un jab, un des meilleurs sports, puis même Freddie Roach, un des meilleurs entraîneurs de boxe de tous les temps, a dit à quel point son jab était incroyable, là. Fait que t'es jamais au repos face à Georges Saint-Pierre, t'as jamais une occasion de te reposer, puis ce gars-là, il a probablement un meilleur cardio que Nick Diaz, tu sais.
Nick Diaz était fatigué à la fin du combat contre Georges Saint-Pierre, alors que lui-même est reconnu pour avoir un des meilleurs cardio dans la ligue. Là. Ouais, vraiment. C'est un peu, c'est la technique que j'appelle la technique Obi-Wan, ok? Pour ceux qui sont geeks qui le savent pas, Obi-Wan a un style de lightsaber vraiment insane, où est-ce qu'il est basé beaucoup sur la défensive, mais c'est une défensive que si jamais tu fais une erreur, il va te punish, ok? Ben, Georges Saint-Pierre, c'est un peu la même chose. Le gars, il donne tellement de pression que la seconde où est-ce que tu fais une erreur, c'est là que ça va te coûter cher, puis ça va te faire vraiment mal, parce que la seconde que ta garde, elle drop juste un peu pour pas prendre son takedown, c'est là qu'il va te knocker dans la face, puis après ça, il va continuer à te battre. Puis il est tellement bon pour aller chercher, je trouve, les opportunités, puis mettre de la pression, puis créer des opportunités. Mais ça vient avec son tactical brain. Tu sais, il dit souvent en entrevue, il voit vraiment les combats comme s'il gérait une armée. T'sais, il dit comme, mettons, je vois un adversaire plus gros, c'est comme si moi j'avais une plus petite armée, fait qu'il faut que je me batte en guérilla mode, fait que là je vais me mettre en stance de fighter plus guérilla, où je vais esquiver puis puncher après, mais si le gars il est plus faible, là c'est moi qui vais l'imposer, puis il y a une mentalité très hors de la guerre à son art du combat, ce qui fait que d'après moi il y a vraiment une certaine jouissance, lui, de changer, s'adapter pendant le fight, tu sais, voir ça comme, hey, je viens de me manger 2 coups parce que quand je fais mon counter, il en profite tout le temps, ben je vais arrêter d'utiliser ce move-là, maintenant on va faire des leg kicks dans sa face. Tu sais, comme ce petit mini switch-là qu'il peut faire entre les rounds, je pense que c'est quelque chose qu'il apprécie beaucoup comme fighter, pis ce qui le rend vraiment chiant à se battre contre. Parce que t'arrives avec un plan, il marche un round, t'arrives au deuxième round, ça marche plus. T'es comme... Ah! J'ai... Non. Non. Je suis comme... Ce qui est... Non, mais honnêtement, là, moi, je suis pas un grand fighter, là, mais c'est le genre d'affaire que moi, j'ai rencontré des gens qui se tiraillaient, puis qui faisaient ça, faisaient ci, faisaient ça. Puis c'est tout le temps ça, le problème, c'est, t'as des fighters qui sont juste tellement dominants que, comme, je sais pas où est-ce qu'ils vont chercher ça, mais il y a quelque chose qui fait que ça fait tellement mal quand tu te bats contre ces gens-là, tu sais. Peut-être que Georges Saint-Pierre, c'est pas le meilleur... C'est pas le meilleur boxeur, il a peut-être pas la meilleure le ground pis tout, mais c'est pas nécessairement les skills comme que c'est la façon qu'il va travailler le sport qui fait qu'il est bon. C'est lui qui les utilise le mieux. C'est ça, puis il est tellement dominant, ça fait tellement mal se battre contre Georges Saint-Pierre. Ironiquement, Georges Saint-Pierre, c'est ce qu'on appelle un bleeder, tu sais. Souvent dans ses combats, il se fait maganer puis il a de l'air magané, mais c'est pas nécessairement qu'il est magané, c'est qu'il saigne facilement. Il y a du monde qui saigne puis qui enfle plus facilement que les autres. Georges Saint-Pierre fait partie de cette catégorie-là. Mettons, je vais te donner un exemple. Chuck Liddell, vu que c'est un nain, hein, ben lui, il est en métal. Fait qu'il peut donner des coups de face à des murs de briques, puis ça ne dérange pas. Ben Georges, il va faire la même chose, mais sa face, ça va être scrap. C'est un bon exemple. C'est un bon exemple, hein? Chuck Liddell, c'est un nain comme genre dans Lord of the Rings, là, c'est un dwarf. Là, genre, lui, il a de la consti, comme plus 5 en consti. Là, plus 5, plus 2, là, plus 5, on se calme bien. Hey, on les a, les références aujourd'hui, c'est génial. C'est un nain qui donne des coups de face dans des murs. Ouais, c'est comme dans le Hobbit, là, le dernier, là, le Battle of Five Armies, là, t'as genre le cousin, là, c'est tous des cousins, justement, là, les Lord Nains, puis ils font juste comme gang, 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 gang. Hey, il sera pas là, on continue, je vais juste aller faire ma gueule à mon chien. Pas trop. J'ai une anecdote pendant ce temps-là de Jab, on parlait un peu du punching à Georges Saint-Pierre. Quand il tournait Falcon and the Winter Soldier, il y a Jab, Anthony, direct sur le menton dans une scène où il était censé faire un fake punch. Tu sais, il a juste comme ça a mal calculé dans l'émotion, puis il l'a vraiment jab de toutes ses forces. Puis il dit, Anthony, il a take le shot, il a même pas pris de pause, puis il a juste demandé qu'on continue. Il dit, Chris, il a résisté à mon jab plus que certains fighters. Je trouvais ça drôle que comme... Ouais. L'acteur, il était tellement focus que... Clac! Les stéroïdes, ça fait des miracles. C'est le dream de résistance. Fait qu'en 2004... Je vous dirai ce que ça a fait. À un moment donné. J'ai comme information aussi que Georges Saint-Pierre est rentré dans l'UFC en 2004. Puis que son combat était contre, entre autres, Matthew pour la ceinture pour avoir la welter division. Pour devenir le champion. C'était son premier dans l'UFC? Je pense que c'est la même année ou son premier match dans l'UFC.
il me semble son premier, c'était contre Caro Ah, ça se Parisian. peut. C'est peut-être la première année dans l'UFC. C'est ça, il a gravi les échelons super rapidement. Il était Ouais. invaincu à ce moment-là. Je pense qu'il était 15-0 ou 13-0, une affaire de même. Puis, ouais, comme on le disait tout à l'heure, justement, avant que ça commence, à quel point il était terrorisé de ce combat-là. Il comprenait pas là, Ben, qu'il c'est sûr s'était que rendu comme sur la grosse. t'arrives contre ton idole, tu sais, dans tous les sports, quand t'as quelqu'un qui est juste une génération en haut, pis tu sais, lui, ta motivation, t'arrives à son niveau, ça te prend comme une force d'esprit incroyable pour être capable de faire oui, en dehors du ring, c'est mon idole, mais dans le ring, je vais gagner. Puis à ce moment-là, Matthews, c'était, et c'est encore aujourd'hui, à ce moment-là, c'était le champion welterweight avec le plus de défense de titre. Et aujourd'hui, c'est le deuxième champion de toute l'histoire de la UFC dans le welterweight. C'est pas une pointure non plus, là. C'est ça. Tu sais, on en a parlé, Matt, entre autres, si vous l'avez pas vu dans notre épisode de Hall of Fame, il est dans notre Hall of Fame. C'est à ce point-là qu'il est bon, Matt. Tu sais, c'était pas n'importe quel adversaire. C'était pas comme s'il battait un champion aussi qui avait eu la ceinture une fois ou qui avait été champion juste une fois, là. Matt, il a pété des gueules souvent, là. Je pense qu'il y a une fiche de comme 46 victoires, là, en carrière. Ouais. À peu près 46. C'est ça qui est, je pense que c'est ça un peu qui est intéressant avec Georges, c'est que Georges, dans le fond, tu sais, sa fiche est pas, tu sais, il n'y a pas 40, 50 combats, il y en a 28. Mais c'est tous des gros noms, tu sais. Mais c'est des gros combats, là. Un peu la différence entre certains UFC, c'est qu'il y en a qui vont faire plein de petits combats, puis lui, il va juste en faire des, il va faire des gros, là. Il va faire des championnats, il va faire des défenses de titre, des ça. De ces 28, il a perdu 2 combats en carrière, donc ce qui est quand même assez légendaire. De ces deux-là, les 2 qu'il a perdu, c'est contre 2 fois. Un, c'est contre Matt Serra, l'autre, c'est contre Matthew, pour la ceinture la Matthew, première c'est fois. ça. Ouais. Puis les 2, c'est pour la ceinture. Donc, il a perdu contre 2 champions. Il a éventuellement, après ça, battu pour aller récupérer la ceinture. Ouais. C'est 2 champions qui ont aussi eu des carrières excellentes, là. Oui. Puis, écoute, c'est pas n'importe qui. Non. C'est de très haut niveau que le gars, que Georges Saint-Pierre ait perdu contre eux autres, mettons, la première fois, puis qu'après ça, il se soit relevé de tout ça pour aller leur rechercher la ceinture. C'est un esti de feat, là. Honnêtement, là, c'est quasiment un film, là. J'ai trouvé, justement, sa fiche, il est rentré en UFC, justement, c'est la même année, c'est ça que je me trompais. C'est que dans la première année, il a fait 3 combats. Il a eu son premier combat contre Caro Parisian, décision unanime. Après ça, contre Jay Yaron, TKO par coup de poing. Les poils montantes là, de cette catégorie de poids-là, parce que c'était un champion du monde de judo en plus. Il pétait tout le monde à ce moment-là. Puis il a gagné en 1 minute 42. S'il gagnait ce combat-là, c'est lui qui allait se battre pour la ceinture. Ouais. Puis Georges Saint-Pierre a brisé sa carrière. 1 minute 42. Ça a pris 1 minute 42 briser sa carrière. Ouais, puis Georges Saint-Pierre, lui, des 8 rounds, là, il fait pas ça. Là. En général, là, si tu fais un combat de Georges Saint-Pierre, là, c'est quoi le plus long qu'il a fait dans ses rounds? Ça doit être 3 rounds, là, quelque chose comme ça. Là, en général, au il arrête, début, puis, parce qu'après ça, il gagnait toujours par décision à la fin du combat. Ouais. Mais au début, il finissait ça vraiment vite. Parce qu'après ça, il a arrêté de prendre des risques comme fighter pour s'assurer de gagner par décision. Ce qui faisait qu'il y avait moins de finish, mais il perdait presque jamais. Tu sais, comme on a dit tantôt, il y a genre 2 défaites en 30 matchs. Ouais. C'est pas nécessairement s'assurer de gagner en décision plus que s'assurer d'être apte à pouvoir se rebattre par la suite. De pas parce perdre. qu'il se battait contre des monstres, là. Il n'y avait même pas encore l'USADA qui était dans la game à ce moment-là. Fait que tout le monde était dopé, sauf lui. Puis, il fallait qu'il pense à long terme. Mm-hmm. Il était dans la UFC, il était 5-0. Il s'est battu contre Caro, il était rendu 6-0. Après ça, il se bat contre un no-name 7-0. Matthews, première défaite. Après ça, il part sur un streak de 5 victoires. Il bat Matthews. Après ça, il se fait battre par Matt Serra directement après. Puis depuis, invaincu. Complètement invaincu. Mais tu sais, rapidement, il avait une fiche qui n'était pas très développée. Puis il s'est ramassé à se battre constamment pour des titres. Fait que ça veut dire un combat par année. C'est pour ça aussi que sa fiche est moins
Mais moi, je trouve qu'elle est moins, elle est pas moins impressionnante, elle est moins grosse parce qu'il y a C'est pas eu il y a eu moins de petits combats, mais je veux dire. Tous ces combats sont gros, c'est qu'il n'y a pas à farmer les combats de marde au début de C'est l'année. c'est ça, c'est que le gars, il va tout de suite pour les gros combats, tu sais. T'entraîner pour un combat de championnat contre le champion ou contre le gars qui est aspirant champion, c'est bien plus rough que t'entraîner pour te rendre là-bas parce qu'il faut que tu passes à travers la crap, ben pas la crap, mais les moins bons pour te positionner. Tandis que là, tu te bats contre le gars qui a pété la gueule à tout le monde ou tu te bats contre le champion, là. Fait que c'est des matchs, là, ça doit être des gros matchs, là. Il y a beaucoup de. Ouais, C'est puis comme tu sais, si t'étais en finale. À chaque fois que tu te bats, t'es en finale, comme. C'est quand même quelque chose. En plus, il s'est ramassé très rapidement avec une aura d'invincibilité autour de lui, puis il était pas flamboyant pendant les entrevues, pendant les conférences de presse. Lui, il arrivait veston-cravate. C'est un des premiers qui faisait ça aussi, qui a instauré ce décorum de respect avec les journalistes et tout. Puis, il faisait chier tout le monde, là, tous les heels Ah oui, puis en qui plus, il s'opposaient à était lui. pas assez bon en anglais pour faire du small talk, puis comme pour faire de l'insulte, du bantering, pour comme rentrer dans le game de talk shitter. Il pouvait pas faire ça, là. C'était ben trop tough pour lui, fait que t'es aussi bien être gentil. Comprenez. Puis... Ben, tu sais, quand t'as cette aura d'invincibilité, pis t'es dans une business qui est quand même essentiellement une industrie du spectacle, on se mentira pas. Dana White, tout ce qu'il voulait, c'est que Georges Saint-Pierre se fasse péter. Fait qu'il lui mettait constamment des combattants qui, soi-disant, avaient ce qu'il faut pour pouvoir le battre, là. Ah, c'est vrai qu'il n'y a pas eu, tu sais, ils ont essayé de le détrôner, ça a pas marché, mais ça fait de lui une légende, tu sais, c'est comme multiples attempts fail, ça crée sa légende. Tu sais, entre autres, quand il a perdu contre Matthew, là, il a gagné 6 victoires de suite, puis la 6e, ça a été prendre la ceinture qu'il n'a pas eu la première fois. Juste avant ça, tu sais, il a fallu qu'il batte BJ Penn dans son premier combat, qui a été quand même tough pour lui. Quand il l'a repogné après, plus tard dans l'histoire, c'était même pas proche, là. Non, mais c'est parce qu'il savait à quoi s'attendre. L'affaire, c'est que son premier combat contre BJ Penn, il s'attendait pas à ce que BJ soit aussi rapide. C'est réactif. Il l'explique en entretien. Ouais. Il y a un bon temps de réaction. C'est ça. Il n'y a jamais eu quelqu'un que, lorsque lui, il donne un coup de poing puis qu'il est rendu à la moitié de son mouvement, BJ Penn, pouf, il l'a déjà frappé. Il comprenait rien. Le premier round, tellement le deuxième round, il l'a perdu. Ouais. Puis il a gagné 3-4-5. Je l'écoutais, tu sais, dans justement, un podcast qu'il a fait avec Mike Ward dans le studio qui parle de cette fight-là. Il dit, après le deuxième round, justement, je parlais avec mes coachs, c'est comme, faut qu'on change toute la stratégie, là, sinon je me fais péter la gueule, là, c'est pas nice, là. Fait qu'il a réalisé que son temps de... Quand le temps que t'as besoin pour te rétablir d'un choc, à BJ était plus long que son temps de réaction. Fait qu'il a juste commencé à abuser des feintes. Puis moi, je comprenais ça, parce que moi aussi, j'ai ce phénomène-là où j'ai un excellent temps de réaction, mais mon temps de rémission à ça est excessivement gros. Si quelqu'un, mettons, me poke dans les côtes, m'a stressé pendant 2 heures, tu sais. Fait que si quelqu'un me feinte après, c'est super easy m'avoir, mais c'est un peu ce phénomène-là qu'il a utilisé dans le fight pour gagner, puis je trouve ça tellement pertinent, t'sais. Ouais, parce qu'il l'a fatigué à la longue, puis au bout du compte, BJ a perdu cette vitesse-là, cette explosion qui le rendait juste meilleur que tous les autres. Parce que c'est épuisant, là, de faire fighter non-stop. T'es comme, Chris, je vais-tu avoir mal? Shit, qu'est-ce qui se passe? Tes muscles se tendent en plus à chaque fois, fait que c'est super épuisant. Puis après cette victoire-là, BJ, eux autres, ça monte vite la colère. Là. Quand même pas mal. Oui, on prend une tournure raciste dans cet épisode. Pour toi. Après ça, son revenge match contre Matt, tellement épique, là, 1 minute 25, il kick d'en face, PAC! Matt revole la tête pis il fait juste le finish à coup de poing. Wow! Comment comme surpasser ça? Il lui a fait la même soumission. C'est vrai. C'est la première fois. Il a profité qu'il était tombé à terre pour aller faire la... C'était quoi? C'était un Kimura ou c'était un... Ouais? Non, le Kimura, c'est à son 3e match contre lui. Son 2e match, c'est un TKO par coup de pied à la tête puis coup de poing pendant qu'il est à terre.
Ouais, ben il y a un bout à un Il y a- moment donné où est-ce qu'il se bat avec puis il punch jusqu'à ce que le gars fasse Ouais, comme ouais. OK, fuck off, je suis plus là, je suis mort. Puis écoute, c'était un match dominant là, c'est des punches là. Moi j'aimerais pas ça. Moi je me fais puncher par Georges Saint-Pierre une fois, je pense que mon âme est morte. Je pense qu'il a tué mes ancêtres aussi, genre comme ça l'a passé bord en bord du temps puis ça l'a. Tu sais, tout de suite après ça, en plus, pauvre lui, parce que son match contre Matt Serra, là, tout le monde était sûr que c'était GSP qui allait le gagner. Tu sais, pour vrai, C'est il vrai. était vraiment underdog à ce moment-là, Matt, pour la victoire, là. Puis Ben, pourtant, il aurait pas fallu faire ça parce que oui, Matt Serra avait pas une fiche exceptionnelle puis une carrière incroyable en MMA, mais c'était quand même un top 10 C'est ça. welterweight, puis il s'est battu weight aussi un petit peu. Puis le gars, c'est pas n'importe qui, c'est un des premiers, il est dans la première batch d'élèves de, je pense, c'est de Renzo Gracie. Je pense En que tout c'est cas, ça. Dundee Gracie, qui est venu aux États-Unis, il était dans la première batch de ceinture noire américaine avec justement Big John McCarthy. Puis je me souviens plus, il y avait qui d'autre dedans. Mais en tout cas, ça a été les premiers vraiment qui, par la suite, ont fondé des écoles sous la bannière Gracie également, qui ont fait des succursales de cela. Fait que tu sais, c'était un champion de Jiu-Jitsu complètement saucé, qui peut te knock out en un seul coup de poing, qui venait de gagner l'émission The Ultimate Fighter. Yep. Fait que sa carrière faisait une belle resurgence. Puis il était sur un high, le gars. Lui, il arrivait, c'était tuer ou être tué, alors que Georges Saint-Pierre est arrivé en se disant, je suis le champion, ce gars-là a une fiche de merde, je vais gagner, j'ai 2 têtes de plus que lui. Ouais, il a fallu qu'il apprenne à gérer avec son ego, d'après moi, dans cette défaite-là, puis être capable de revenir en l'oubliant entièrement après, puis en prenant la réalisation que c'est pas parce que t'es le champion que tu peux juste comme slack off, c'est le contraire, là. Quand le monde, il prépare pour te gonner toi, ils sont prêts à tes stratégies, tu sais, c'est pas l'inverse. Parce que t'es bouncer au Fuddy, là, que tu peux te permettre. Je regardais un peu son record à Georges Saint-Pierre, puis quand il a perdu la deuxième fois contre Matt Serra, sa deuxième défaite, après ça, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, C'est 13 9, victoires d'affilée. 10, 13 victoires d'affilée. C'est énorme. C'est énorme. C'est des gros fights, là. C'est Jake Shield, Carlos Condi, Johnny Nick Hendricks. Diaz, Johnny Hendricks, Michael... Puis le dernier, récemment, parce que en 2017, il a fait un retour. Fun fact. En gagnant ce combat-là contre Michael Bisping, il est devenu champion de double catégorie, donc il fait partie de cette petite ligue de fighters qui est capable de gagner dans 2 catégories, de 1. Ouais. De 2, on parle d'un gars qui à ce moment-là... Son 4 fighters à ce moment-là. Quand lui, il le fait, là, en 2007, c'est 4 autres. Puis là-dedans, il y en a peut-être une plus aujourd'hui, là, quelque chose comme ça. Là. C'est pas une grosse super liste. rare. Ouais. Puis là, on parle d'un gars, quand genre en 2011-2012, il a fallu qu'il arrête de se battre pendant longtemps parce qu'il s'est déchiré les ACL. Là. Il y avait des ligaments tout décalissés. Le gars, il a plus de genoux, il y a ça. C'est fémur jusqu'au tibia. C'est le ligament Écoute, du il y a fémur une au tibia. carrière de fighter qui part de 95 jusqu'à 2017. C'est énorme, c'est immense. Il n'y a pas un joueur de hockey qui n'est pas un goaler, qui n'a pas genre une carrière longue comme ça. Écoute, c'est pas juste un achievement. Le fait qu'il soit capable après ça de revenir de sa retraite pour ce match-là puis qu'il gagne, c'est insane. C'est insane. Catégorie de poids au-dessus contre le champion actuel qui vient en plus de battre Luke Rockhold, qu'on se disait c'est l'avenir du middleweight. Il vient de battre peu de temps avant, il avait battu Anderson Silva également. Il s'était vengé aussi contre, je me souviens plus de son nom, mais un Américain qui était champion du Pride à un moment donné. Tu sais, Michael Bisping, c'était pas n'importe qui. Puis on a su par la suite que Michael Bisping était aveugle d'un œil. En plus, en étant devenu champion, il avait un œil de verre. Puis il était capable de cacher ça. T'es capable d'être assez fort pour que ça paraisse pas. Puis d'ailleurs, GSP a été souvent en mauvaise posture dans son combat. Là. Moi, j'ai vu Daredevil se battre, il fait le même exploit avec 0 yeux.
Ouais, mais il y a d'autres power, ok? Non, mais pour finir avec Michael Bisping aussi, tu sais, Georges Saint-Pierre, il a expliqué pourquoi il était retourné faire juste ce combat-là. Puis c'est parce qu'il y a eu 3 critiques majeures dans sa carrière. Il y a eu, il finissait pas assez de fights, entre autres, comme de 2009 à 2013, il y a juste des décisions unanimes. Aucun TKO, aucun finish. Donc, quand il est retourné, il voulait régler ça. Il était comme, moi, je vais m'entraîner juste pour le finir. T'sais, comme le combat va pas se rendre au juge, je vais prendre une stance de combat pour ça. Le deuxième, c'est qu'il était reproché que ses combats étaient pas émotionnels, qu'il faisait jamais de shit talk. Fait qu'il a pris un gars qui était reconnu pour faire beaucoup de shit talk lui-même, s'est dit, ça va créer l'émotion pour le fight, j'aurais pas trop besoin de le faire, ça va régler cette critique-là. Puis la troisième, c'est qu'il avait été reproché qu'il a été champion pendant 9 ans, puis il a jamais essayé de prendre un peu de poids, justement, pour essayer de battre le champion middleweight. Fait qu'il l'a fait après avoir pris une pause, puis il a quand même pété à la gueule. Fait que je pense que ça prouve son point qu'il avait pas besoin de le faire les 5 années qu'il défendait son titre, là, tu sais. Puis là, je veux dire, je vais péter ma coche pendant un petit bout, mais de manière positive. Mets ta coche. Pensez pas que Michael Bisping, c'est une marde. OK? Je m'adresse à vous, public qui nous écoute, là. Ce gars-là, c'est un des meilleurs combattants de sa génération, puis des générations qui ont suivi. Il se faisait péter la gueule plusieurs fois. Il n'a pas une fiche aussi belle que celle de Georges Saint-Pierre, mais regardez contre qui il s'est battu. Puis regardez sa composition physique. Le gars, là, il faisait pas des stéroïdes, là, ou très très peu par rapport aux autres, là. Et il s'est battu contre des mastodontes. Il s'est fait arracher la rétine par un coup de pied dans un combat à un moment donné contre Vitor Belfort, qui était craqué sur la testostérone avec 3 fois la dose de testostérone d'un adulte de son poids puis de son âge. Il s'est battu contre Anderson Silva, que à l'époque on considérait même comme un plus grand champion que Georges Saint-Pierre. Il pétait du monde, même ses coups de pied avaient l'air tellement de rentrer trop fort, Silva, ça n'a pas de chance. Avec un seul œil, il devient champion. Ouais. La fiche de Michael Bisping, dans le fond, là, il y a sur 39 combats, il en a gagné 30, qui est excellent. De ces 30-là, il y en a 4 qui sont par décision. Donc, à se faire péter la gueule, dans sa carrière, là, on parle de 5 combats où il a été 3 knockouts, 2 soumissions, et il y a 45 ans. Donc, c'est pas un petit gars, là, c'est pas un petit coon, là, c'est un vrai, là. Honnêtement, là, c'est assez impressionnant, là. Puis tu sais, oui, il se battait middleweight à ce moment-là, mais au début de sa carrière, il était light heavyweight, fait que un gars corpulent, là, qui est plus grand, qui est plus gros que Georges Saint-Pierre. Ça paraissait pas tant que ça à la pesée parce que Georges Saint-Pierre, il est très musclé puis il était capable de prendre du poids, là, mais il se battait contre quelqu'un plus grand que lui, là. Son dernier match à sa pesée, lui, s'est pesé à 185 livres. Il mesure 6 pieds 2. Donc, si on prend, mettons, le concept que Georges Saint-Pierre est à 170 sur 5 et 11, quand, mettons, après ça, ils ont recommencé à manger, mettons qu'ils ont pris 20 livres de whatever, et tu te bats contre un gars qui pèse 200, 210, 215 sur 6 pieds 2. C'est pas un petit gars, là, il est gros, là. Puis Georges Saint-Pierre, là, fallait il était sur une diète extrêmement sévère. Il bouffait du matin au soir entre ses entraînements, au point qu'il en a chié du sang. Il s'est pogné une infection incurable aux intestins. Maintenant, il est pogné avec ça pour le restant de ses jours. Il a failli mourir à cause de ça. La veille de son combat contre Michael Bisping, il venait de vomir et de chier du sang. Il est allé gagner la ceinture après 4 ans. Moi, je chie du sang, j'ai besoin d'une semaine de rémission chez nous à pas bouger. Même pas idée, man. Lui, ça va gagner la ceinture middleweight. Le pire, c'est qu'il a gagné la ceinture, puis il l'a automatiquement remis. Tu sais, comme... Je voulais juste prouver un point. Ouais. Ben, écoute, quand tu fais des arts martiaux, à un moment donné, là, tu t'assois puis tu réalises que ta ceinture, elle tient juste tes culottes, là. Je comprends que c'est une ceinture en métal puis en or écrit champion, là, mais... Puis, faut pas être fou non plus. Il avait 37 ou 38 ans au moment de ce combat-là. Il se battait contre Michael Bisping, qui avait exactement le même âge que lui, qui était aussi en carrière. Puis, quand il a mis la ceinture vacante, peu de temps après, c'était Yoel Romero contre Robert Whittaker.
Yoel Romero, qui, oui, avait 39 ans, mais Soldier of God, le Cubain qui est cloué dans le marbre, alors que Robert Whittaker, c'était un ancien welterweight qui venait de faire le changement middleweight, 24 ans, le gars, avec une fiche presque parfaite. S'il s'était battu contre Georges Saint-Pierre, là, ça n'aurait pas été la même chose. Là. Il y a cette réalité-là aussi. Ouais. Là, un jeune dans la vingtaine versus un gars qui approche du 40 ans. Là, il était conscient de ça aussi. Il voulait pas briser sa legacy. Là. Ben oui, surtout qu'on commence en plus à avoir des jeunes, mettons de 25-26 ans, qui sont des fighters dans le MMA, que le MMA existe depuis qu'ils sont nés. Là. Fait qu'ils ont pu actually s'entraîner pour faire ça toute leur vie. T'sais, c'est pas comme si c'était apparu un moment donné. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle là, le British, là, le gars avec une coupe champignon, là, il vient de commencer, là, ça fait pas trop longtemps, il a fait une coupe de... Oui! Paddy Pimblett! Paddy Pimblett! Écoute, il a de l'air d'un hooligan, là, mais il est pas mauvais, honnêtement. Il prend vraiment son attitude prend vraiment un peu le UFC by storm parce que tout le monde pense que c'est un petit coude. Puis il commence à se tirailler, puis il fait comme, oh, ok, il est capable de... C'est un peu... comment je faisais ça? On n'a rien vu de lui encore. Si vous allez voir ses vieux combats, le gars, il est surtout reconnu pour son jujitsu. Ouais. Il s'appelle Paddy. On n'a rien vu de lui. Puis il est là avec sa coupe champignon, ok, il a de l'air d'un petit con un peu comme ça, là, il fait des moves, il a de l'attitude, puis là tu penses, il va se faire péter à la gueule, puis là, il gagne, puis il gagne solide, là, il est quand même, tu vois qu'il y a du talent, là, il y a des belles passes. Fais de la parenthèse. Je vais revenir sur certains fights de Georges Saint-Pierre, parce qu'on est passé de comme sa défaite à sa dernière victoire d'une shot en skippant comme beaucoup de choses. Deux fights, entre autres, il y a le troisième match contre Matt qu'on a parlé un peu plus tôt, qui a enfin pu prendre sa revanche sur la soumission qu'il avait fait perdre la première fois. Tu penses-tu que ça l'a aidé dans son focus d'être capable de réussir sa série de victoires jusqu'à la fin sans reperdre une fois? C'était comme avoir la closure contre Matt. Ça lui donnait 2-1 contre lui, fait qu'il a techniquement gagné le best of 3. En plus de ça, il gagne le troisième avec le seul move que lui, il avait fait perdre la première fois. T'sais, ça doit aider ton focus. Je sais pas si c'est juste un addon, là. Je pense pas qu'il est allé chercher particulièrement cette technique-là pour y mettre d'en face, là. Je pense pas que... Moi, je pense qu'elle s'est proposée. Il est étrangement pas orgueilleux, là, pour un gars qui fait du MMA, là. Mais... c'est sûr que ça l'a probablement... C'est ça qui a parti un peu son streak. Là. Après ça, il y a eu des gros combats. Je pense que c'est à ce moment-là qu'il y a eu 13 victoires d'affilée, je pense. Non. C'était la deuxième de sa série de 13 victoires d'affilée. C'est la deuxième de sa série de 13. Mais d'après moi, c'est juste... Il était juste sur sa lancée godlike, phénoménal, feu Jésus. Puis ça donne qu'il a pogné dans ce move-là. Mais tu sais, nous autres, on cherche les patterns. Nous, c'est qu'on cherche combien de fights se finissent avec des Kimura dans la UFC. Plein. C'est juste un addon, honnêtement. C'est juste une technique qui passe bien dans le type de UFC qu'ils font, là, tu sais. Je pense pas que c'est un... Non, mais fait exprès de les refaire la même pour faire comme t'es, mon tabarnak, tu sais. Honnêtement, je pense pas que c'est comme ça. Georges Saint-Pierre, il est pas de même. Tu sais, si tu m'avais dit... comment il s'appelle... l'Irlandais, là, qui se bat tout le temps, là, puis qui fait tout le temps de la merde à tout le monde, là. S'est battu, là, contre... C'est pété à la jambe récemment d'un combat, là. Conor McGregor. Oui, Conor McGregor. Conor, ce serait le genre de faire ça, mettons, à Conor McGregor. Parce que lui, il a compris quelque chose, il a compris que c'était un show, puis beaucoup de ce qu'il fait, c'est beaucoup du show, là, tu sais. C'est souvent aussi pour ça qu'il y a beaucoup de fighters qui veulent pas se battre contre lui, parce qu'ils sont juste comme... C'est un show, là, c'est pour l'argent, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux, genre, des vrais fights. Je pense pas que Georges y est de même. Je pense pas que Georges aurait été faire la même technique que lui, de l'a pété juste pour y remettre d'en face. Je pense pas qu'il aurait fait ça. Mais sans qu'il l'ait fait volontairement, là. Moi, je suis sûr que ça l'a aidé. Tu sais, pour avoir fait de la compétition de très haut niveau dans des affaires dans lesquelles je devais faire du best of 3, je me faisais battre une fois, je pouvais rebattre quelqu'un avec sa stratégie ou comme faire vraiment ce que moi je voulais, puis là, ce coup-ci, ça marche. Ça te redonne un boost de will. Puis comme, faut que t'en ailles beaucoup pour comme pas t'écrouler dans un best... Tu sais, quand tu fais comme un match sur 3 matchs, tu sais. Probablement. Mais bon, c'est son idole. Il a gagné 2 fois contre lui. D'après moi, ça a dû l'aider à se solidifier. Après ça, tout de suite après ça, il y a sa revenge match un autre match contre Matt Serra.
son revenge match. Le combat finit au 2e round par TKO de coup de genou. TKO de coup de genou. Ça, ça t'entends pas souvent. D'un côte en plus. Un côte. Ça a tellement l'air de faire mal. Je regardais la scène tantôt, là. Puis je souffrais pour Matt. Il en donne quoi, genre une dizaine à peu près? Ouais. Il arrête pas. Il arrête juste pas. Il se défend pas. Le nombre de côtes fracturées qu'il a dû avoir, là. Parce que Georges Saint-Pierre, debout, il le prend, puis... Juste attends que le gars, il drop. Moi, des fois, je regarde des shows du UFC, puis je suis juste comme... Tap. Tu te reprendras plus tard, c'est pas grave, là, si ça, tu retourneras. Tap. Puis je voulais reparler de son deuxième match contre BJ Penn aussi. Parce que c'est tous des matchs, et quand il a repris, il les a gagnés par TKO. Ça, je trouve ça tellement nice, ton attitude de comme... T'as eu 2 matchs qui t'ont fait un peu chier, qui étaient Matt Serra puis BJ Penn, puis les deux, quand t'es reprends en revenge, t'es TKO. Ben, en fait, le coin de BJ Penn, son corner, a jeté la serviette. Oh ouais, pour lui. C'est correct aussi, là. Je veux dire, un moment donné, t'es pas obligé de devenir handicapé pour une calice de ceinture. Je veux dire, le gars, il se défend plus, là. Je veux dire, il est plus là. Comme, il tape pas parce qu'il est orgueilleux, là. Mais je veux dire, rendu là, il est fini, là. Il est à 3 hits de devenir un zombie, pis il est comme, je taperai pas. C'est ça, là. Ton coach le regardait, puis il était juste comme, fuck off, moi, j'entraînerai pas un légume, t'in. Ben, je pense qu'il était rendu à un point où un coup de poing sur 2, ça le ramenait à la vie. Genre, probablement, là. C'était clairement ça, en plus. Je vais terminer avec... pour sa série de fights, là, je vais terminer avec Johnny Hendricks, parce que ça a été un des plus partagés, mettons. Là. On est obligé de parler de ça. Ben quand même. Non, faut parler des bobos. Des bobos. C'est ça. Parce que c'est un fight qui était serré là, en crise, pour vrai. Là. Le fight était super serré. Puis niveau technique, moi aussi, je le donne à Georges Saint-Pierre. Mais si tu regardes le niveau de blessure sur le corps, à cause que GSP, c'est un bleeder, il a tellement l'air décollissé. À côté de Johnny, man, ça a pas de sens. Mais il faut comprendre aussi que le UFC, dans la façon aussi que ça se travaille dans ces catégories de poids-là, il y a énormément de décisions techniques qui se prennent, ok? Puis tout le long du combat, Georges Saint-Pierre a été dominant. Il y a eu la position dominante. Il a été chercher les takedowns aussi. Fait il est techniquement gagnant de ce fight-là, dans le sens où est-ce que il a été chercher les opportunités. Oui, l'autre, il a placé des bons shots. Peut-être que oui, il en a rentré 2-3 qui étaient peut-être plus toutes là à la fin de son combat. Je peux comprendre ça. Mais si on est rendu en décision, puis là, on se pose la question, qui aurait gagné le fight si ça avait continué? Ben, je te dirais que Georges va chercher, avec la façon qu'il fait son UFC, il va chercher ces points-là aussi. Il va chercher ses opportunités, il va chercher ses takedowns, il va chercher sa domination. Il pogne après ça la position de base où il a été par-dessus pendant longtemps. Fait à un moment donné, il faut que tu donnes des points à quelque part, puis ces points-là sont donnés quand tu fais des affaires cool, puis ben, il a gagné, puis Christy... l'autre avait juste à pas se faire crisser à terre, puis à se faire dominer comme ça. C'est tout. Il avait juste à le knocker avant de se faire décider. C'est tout. Le dernier round, il a fini comment? Le dernier round, ça a fini que Johnny était au-dessus de lui après l'avoir takedown, puis était en train de le varger de coups. Georges Saint-Pierre est resté à terre après la fin de ce combat-là pendant un petit bout avant de se relever. Je suis d'accord avec vous. Dans le système de pointage actuel, puis celui qu'il y avait déjà à l'époque, Georges Saint-Pierre a été avantagé par le système de pointage de ce game-là. Pour moi, le match était serré, puis je suis pas sûr qu'il aurait gagné s'il y a eu plus de rounds, moi, Georges Saint-Pierre. Il aurait perdu. Puis si on regarde les fiches des juges, parce que ce combat-là, je l'ai réécouté je sais pas combien de fois, là, je me disais, non, Georges Saint-Pierre, il a pas... Non, Georges Saint-Pierre, il a gagné, puis c'est indéniable, voyons donc. Puis là, je le réécoutais, je l'analysais sous tous les angles, puis à chaque fois, je me disais, peux-tu vraiment accepter cette victoire-là? Puis je regarde les fiches de pointage et tout ça, puis
il y a eu une erreur dans les fiches de pointage. Les points ont mal été comptés. Ah ouais. Sinon, ça aurait été un draw. Ah ouais. Ouais. Tu veux rappeler Ça la a UFC jamais- et leur dire. Ah, puis redonner la ceinture sur un draw, c'est ordinaire. Là. C'est ordinaire. Penses-tu que c'est pour ça? Honnête. Honnêtement, Après ça se qu'à peut-tu caler aussi un draw, ils ont dit comme. Il y avait un Honnêtement. doute que Georges Saint-Pierre laissait d'aller, ils ont fait. Mais pense-y 2 minutes, là. Toi, t'es la UFC, là. Toi, tu veux un gars qui a une ceinture, puis tu veux un combat de quelqu'un qui va chercher la ceinture. Tu veux-tu un gars qui affronte Georges Saint-Pierre? Tu veux un gars qui affronte Hendrix pour une ceinture? C'était plus rentable pour eux que ça soit Georges Saint-Pierre, Ben juste à cause oui, des ben chiffres qu'ils oui. vendaient, puis sa Ça se peut que ce popularité soit ça média. aussi, peut-être. J'étais un peu plus Ben, vendu, le Georges, là, honnêtement. Montréal, c'était des juges canadiens. Ouais. C'était en Floride. Ah ouais. C'est le match. Peut-être, dans le C'est fond. pour, à mes yeux, là, c'est le seul match qui a été plus un draw qu'une victoire. Puis le reste des matchs de GSP, à part ceux qui a perdu, ça a tout est... pour moi, ça a toujours été dominant, ça a toujours été évident qu'il l'avait gagné. Mais bon, après ça, on peut aussi prendre qu'est-ce qui s'est passé avec Johnny Hendrix pour la suite de sa carrière, puis c'était pas glorieux non plus, vraiment, Non, là, en exact. comparaison à GSP. Honnêtement, je suis peut-être juste vendu GSP, puis je l'ai peut-être pas regardé avec un sens critique. Tu sais, des fois, Ouais, si t'es des fois vendu, l'objectivité t'es prend vendu. un peu, là. Écoute, t'es à Montréal, t'es à la cage au sport. Tu cries pas Hendrix, tu cries GSP, Ben là, oui. je veux dire. Tu sais, C'est tout ce que tu là, tu cries. fais, il a gagné, sa face est en métal, là, qui donne des coups, il est correct, c'est GSP. Hey, mais pour vrai, résister à des coups de poing d'un train comme Hendrix comme ça, je pense qu'il y a personne qui peut dire que GSP, il a pas une mâchoire en téflon, là. Moi, je serais mort. Ouais. En tout cas. J'aimerais ça, un jour, j'aimerais ça voir si GSP a le Parkinson à 65 ans. J'aimerais ça voir ça. Je souhaite Ben, déjà, vraiment il pas, pense honnêtement, là. Hein? l'enlever. Déjà, il pense que les aliens essaient de l'enlever, puis il pense qu'il s'est déjà fait enlever une fois. Ben, écoute. Mais la prochaine fois, il va se faire guérir. Écoute. Puis la seule autre personne qui a témoigné comme quoi il se serait fait enlever aussi, c'est Rashad Evans. Les deux étaient en voiture ensemble, ils se rendaient à Vegas. Puis sur la route, ils disent qu'il y a 3 heures de temps qu'ils savent pas qu'est-ce qui s'est passé. Guys, vous êtes CTE. C'est juste Je sais pas endormi, là. Il s'est endormi au volant. Là. Il est endormi Puis au la volant. Tesla, C'est ça, Ouais, la exact. Tesla a La Tesla, elle est juste à dessus, porter. puis elle a juste comme... Sauvé par la technologie. Copain, là. On avait tellement bu, on s'est endormi dans le char en conduisant, pis... ça doit être les aliens. Ça doit être les aliens. C'est ça le coup de poing que j'ai mangé dans la face pendant 15 ans de carrière. Non, c'est pas à cause de ça, pas en tout. C'est pas à cause que quand je marche, il y a quelqu'un qu'il faut qu'il me tienne la main que je vais avoir de la misère, tu sais. Mais moi, je suis content pour revenir un peu à son historique. Que maintenant, on peut le voir dans des films puis des séries télé où qui joue, mettons, des vilains ou des scènes de combat parce que il rend crédible. Tu sais, quand je regarde quelqu'un qui ressemble à GSP donner un coup de poing à un acteur, je suis comme... Son fight, là, dans Captain America, là, contre... Dans Falcon and the Winter Soldier, ses fights sont bien meilleurs. Oui, ils sont bien meilleurs, mais tu sais, quand il se bat contre... C'est Chris Evans qui fait Captain America, je pense? Ouais. Mm-hmm. Quand il se bat contre lui, là, je le regarde se battre contre Georges Saint-Pierre, puis moi, je suis juste comme... À chaque fois qu'il se bat, je suis juste comme... ça marche pas dans ma tête, comme... Je comprends que Chris Evans, c'est genre Captain America, là. Mais je veux dire... Il y a pas à shape Moi, pour je serais Chris survivre. Evans, je serais juste comme... Hey, salut, Georges, fais attention, ok? Je suis un acteur. Go! je le regardais, puis j'étais juste comme... Ah, c'est des chanceux qui aient des effets spéciaux, parce que... Please don't hit me in the moneymaker. C'est ça, là. C'est juste comme, oh my god. C'est sûr aussi que ses talents d'acteur sont incroyables, là, Georges Saint-Pierre. Mais ils font jouer un gars français. Fait qu'à la limite, on l'excuse d'avoir un accent de merde. C'est Mais ça. regarde. Ça marche, moi, je trouve. Comme si Leaper, il avait eu un accent parfait anglophone, j'aurais pas cru. Fait 2 minutes et on s'arrache. c'est bien plus drôle. Mais me semble qu'il a joué dans un film avec Van Damme aussi. Oui. Je pourrais pas dire le nom. Kickbox, non. Un élève d'une école secrète en Thaïlande qui est C'est son super premier film, arrogant. justement.
à Georges Saint-Pierre. Ah ouais. Ouais. C'est vraiment Ouais, horrible. c'est un- Mais si tu veux voir ça, tu peux aller l'écouter. C'est quoi Même le Georges film? Saint-Pierre, il l'a dit, tu sais, j'ai jamais été un acteur, puis je suis encore moins un acteur dans ce film-là. Ok. Oh wow, ok. Et c'est comme le premier film de Schwarzenegger, là. Ouais, c'est ça. I am Hercule! I am Hercules! Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur notre cher GSP? On t'aime, GSP. Définitivement. Pose-toi, là, t'es correct, là. T'as plus besoin de te battre. On veut te garder vieux, ok? Gros Laisse la chance bisous, au Georges. coureur, là. Gros Ah bisous, oui. Georges. On fait une entrevue avec Georges Saint-Pierre. Si t'es à l'écoute, là, n'importe quand. On te paye la bière pis tout, là. Ah ouais, définitivement. Si on peut avoir des anecdotes de combat puis de mentalité de combat, ça nous ferait plaisir. Mais, alors moi, honnêtement, là, si on fait une entrevue avec Georges Saint-Pierre, là, je donne le droit à Georges Saint-Pierre de me puncher dans la face live à la TV. Et voilà, on l'a Comme ici Georges. annoncé dans Moi, je vais dans ma l'épisode. face. Je vais le prendre. Puis genre, je veux qu'il dédicace mon bleu, genre. Fait par Que je peux- GSP. Georges, je peux Genre. t'appeler Georges. J'imagine que tu vas nous écouter. On est le meilleur podcast de MMA au Québec. Écoute, Georges. Je sais pas si on est le seul, ça se peut-tu? Non. Pause là. On s'en va au Copacabana les quatre ensemble. On sort nos vinaigres Carve. Puis on parle. On parle de comment ça va. Comment ça va, Georges? Comment tu te sens maintenant? Au sommet de la gloire. Puis, merci Georges de nous avoir apporté ce magnifique sport au Québec alors qu'on vivait dans l'ombre de son existence. Ça fait un plaisir. Merci les co-hosts. On se revoit sur un prochain épisode tout le monde. À plus.